Merci d'être avec nous sur Burkina Info TV. Bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous sommes avec un avocat, Maître Edasso Rodrigue Bayala. Il est avec nous pour passer en revue quelques actualités importantes au Burkina Faso. Maître Bayala, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Oudraogo. Bienvenue à Burkina Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. La question basique, c'est comment vous allez? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible à votre niveau? Oui, Maître Bayala se porte très bien et se porte à merveille. Est-ce que vous allez bien parce que vous avez été porté à la tête d'un syndicat qu'on appelle celui des avocats au Burkina Faso? Peut-être que ça s'est ajouté, sinon Maître Bayala allait déjà bien. Alors, on ne vous attendait pas à cette responsabilité. Comment cela a été fait? Est-ce que vous pouvez revenir sur les détails de votre élection à la tête du syndicat des avocats du Burkina pour remplacer Maître Benao notamment? Oui, Ismaël, si vous me permettez, je voudrais, à ce jour du 1er mai, souhaiter bonne fête à tous les travailleurs, à ceux qui donnent le travail, à ceux qui font travailler, parce que le travail, comme l'a dit Candide, du moins Voltaire dans Candide, et que le travail est loin de nous trois vices, à savoir l'envie, la nuit et le besoin. Donc je souhaite à tous les travailleurs du Burkina Faso et beaucoup d'abnégation et que Dieu fasse qu'ils puissent avoir les forces toujours pour travailler et que le travail aussi améliore leurs conditions de vie. Donc s'agissant de la question que vous venez de me poser, il faut savoir que mon élection par le congrès du SINAF, du syndicat des avocats qui s'est tenu à Ouagadougou en fin du mois de février. Si je peux dire, c'est un honneur et en même temps une surprise pour moi, sans être une. Vous avez fait acte de candidature ou bien ça a été une proposition délibérée des avocats? Je pense que les congressistes ont décidé à l'unanimité, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que j'ai été déjà le secrétaire général adjoint du SINAF depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, Maître Benao, qui était le SG depuis la création, ayant décidé de laisser la place à d'autres personnes, il n'a pas... décidé. Donc, les textes ne lui imposaient pas forcément l'alternance au sein du syndicat? Non, tout à fait. Les textes ne l'imposaient pas. Quand même, pour les gens de droit, on se disait que vous, qui avez peut-être d'une manière ou d'une autre contribué à l'alternance au Burkina, vous auriez dû également, à votre niveau, instaurer cette alternance-là. Vous savez, aujourd'hui, l'alternance n'est pas mécanique. Nous sommes partis du constat que les avocats sont des intellectuels et qu'il doit pour un avocat de savoir où sont ses intérêts. Et qu'à un moment donné, si les militants du SINAF estiment que tel secrétaire général ne fait pas vraiment son affaire, de décider vraiment de le débarquer. Mais je pense que Maître Benao a été un excellent secrétaire général auprès de qui nous avons beaucoup appris dans la lutte. D'ailleurs, il n'a pas appris au SINAF, il est venu, pour ceux qui le connaissent, c'est un combattant intrépide de la liberté et de la démocratie, depuis le campus et depuis le lycée, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est quelqu'un auprès de qui nous avons appris, même si nous avions souhaité qu'il continue. Parce que pour nous, il ne faut pas aller dans les... non, il ne faut pas aller aussi dans les alternances mécaniques. Il faut savoir que au niveau des syndicats et de peut-être quelques organisations, le changement à la tête peut facilement tuer une organisation. Donc c'est aux militants de savoir à un moment donné qu'il faut. Vous savez que dans nos pays, on parle d'alternance et du tout. En fait, c'est parce que les conditions même de la démocratie ne sont pas réunies, que les peuples ne sont pas suffisamment sensibilisés, que des questions d'alternance posent de problème. Si les citoyens sont vraiment bien éduqués et bien formés sur les questions de gouvernance et de démocratie, même s'il n'y a pas de clause limitative de mandat, les peuples vont sanctionner les dirigeants dans les urnes. Mais c'est parce que nous avons ce problème-là qu'en fait, ne pas limiter, et c'est peut-être tourner et peut-être usurper les voix des populations. Malgré tout, quand même, une clause limitative est toujours importante pour pouvoir quand même rappeler aux uns aux autres qu'on n'est pas dans une logique de pouvoir à vie. Parce que même à la tête d'une petite structure, vous allez vous rendre compte que les gens ne veulent pas quitter les postes de responsabilité qu'ils occupent. Et je suis d'avis avec vous qu'à un moment donné, il faut que quand on fait des tests pour gouverner une organisation, il faut qu'il y ait l'esprit quand même qu'à un moment donné, on ne pense pas que c'est une seule personne qui peut faire l'affaire. Non, la preuve que même sans la clause limitative de mandat, à un moment donné, je crois que le bon sens veut que lorsque vous faites un mandat, 2 mandats, et que vous acceptiez, vous savez que on n'a pas forcément besoin de les écrire dans des tests. Nous avons des grandes démocraties où l'alternance n'est pas inscrite dans leur constitution. Mais au bout de 2 mandats, vous-même, vous savez que vous devrez partir, sans qu'on vienne vous dire que c'est écrit quelque part. C'est pourquoi je vous dis qu'en fait, c'est des questions de niveau
de conscientisation des peuples qui posent problème. Si nous atteignons le seuil de compétence, je crois que même s'il n'y a pas de clause limitative, que ce soit au niveau de nos pays, au niveau de nos organisations, je crois que l'alternance s'impose. Alors ce débat-là, on le mènera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Je voudrais qu'on revienne sur votre élection donc, à la tête du syndicat des avocats du Faso. Alors, vous avez dit clairement que c'est à l'unanimité que vous avez été choisi. Alors, est-ce que c'est difficile de succéder à un monsieur comme Benao aujourd'hui avec toutes les responsabilités que cela requiert pour faire en sorte que l'organisation continue de vivre après lui? Très bien. Vous savez, c'est une très bonne question. Et je l'ai dit à ma prise de fonction que ça a un avantage et un désavantage. Je commence par ce qui est bien. Ce qui est bien, l'avantage, c'est que lorsque vous appuyez sur un grand homme, lorsque vous appuyez sur quelqu'un de grand, vous devenez forcément grand, et peut-être même plus grand, parce que vous vous appuyez. C'est comme si vous montez sur un arbre, vous voyez beaucoup plus loin. Si vous acceptez que cet arbre-là doit servir de hauteur de vue. Et c'est pour cela que moi, je pense qu'en remplaçant Maître Benao à la tête du syndicat, qui est toujours membre du syndicat, si nous nous appuyons sur lui, sur les principes qu'il nous a laissés, sur la manière de mener la lutte qu'il nous a laissée, je pense que nous pouvons faire quelque chose de grand, et peut-être même de plus grand. Le désavantage, malheureusement, c'est que lorsque vous remplacez un grand homme, il est quelquefois difficile de faire plus que lui. Mais comme je viens de vous le dire tout à l'heure, si nous partons de ce qu'il a déjà fait et que nous estimons qu'il reste toujours militant du SINAF et que nous devons compter sur lui, avoir recours à lui, et nous sommes certains avec l'ensemble du bureau que nous n'allons pas faillir. Et nous pensons que c'est parce que les militants du SINAF pensent que nous pouvons faire le travail avec l'ensemble du bureau rentrant et qui nous ont élus à ce poste. Alors, on se pose toujours cette même question. À quoi bon avoir un syndicat des avocats quand on sait qu'on a un bâtonnier qui régule quand même le secteur de ce métier, de cette fonction libérale au Burkina Faso? Tout à fait. Je pense qu'au moment où nous avons créé le syndicat, beaucoup de gens se demandaient, mais le syndicat des avocats, c'est pour quoi faire? C'est contre qui? Vous ne travaillez pas pour... Jusqu'à présent, vous avez passé tout le temps donc à chanter les louanges de Maître Benao, mais on sait aussi que c'est surtout dans la presse qu'il s'est fait beaucoup connaître, parce que les déclarations n'ont pas fini, mais on a plus vu le bâtonnier qui organise des rencontres plus importantes que, par exemple, ce que fait le syndicat. Oui, mais vous savez que Maître Benao a réalisé, pas Maître Benao, le syndicat. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus personnaliser voilà, le syndicat. À un moment donné, ça n'aura plus de sens. Voilà, je pense que peut-être que vous n'avez pas pu participer à la transmission des pouvoirs de Maître Benao à moi, mais nous avions décliné un bilan qui, pour nous, depuis la création du syndicat, a eu des actions positives. Quand vous prenez, par exemple, en matière de droits de l'homme, nous avions systématiquement, comme vous l'avez dit, à travers les déclarations, non seulement condamné chaque fois qu'il y a eu violation des droits de l'homme. Nous avions pris en charge, concrètement, gratuitement, à travers nos militants, des dossiers, chaque fois que nous pensons qu'il y a eu une violation des droits de l'homme. Combien de dossiers aujourd'hui? Je vais vous citer quand même qui sont très, très emblématiques. Par exemple, si vous prenez le dossier Justin Zongo. On se rappelle en 2011 du nom de cet élève à Koudougou qui avait créé les émeutes, les manifestations. Le dossier Justin Zongo a été pris entièrement en charge par les militants du SINAF à la demande du SINAF gratuitement sa famille. Nous l'avons défendu, ça a donné la décision que vous avez connue à son temps. Tous les dossiers, tous les morts qu'il y a eu à la suite des manifestations succédant à la mort de Justin Zongo, il faut reconnaître qu'il y en avait eu, si j'ai encore bien mémoire, il y a eu presque 7 de dossiers Assad, Akindi et autres. Ça a été pris en charge gratuitement par les militants du syndicat au niveau de la procédure. Nous le faisons parce que nous croyons qu'il y a des violations des droits de l'homme. Si vous prenez le cas de, je pense, Joseph Kaoun à Bobo, où le SINAF a fait une déclaration dénonçant sa mort. Si vous prenez le cas de Gawa, si vous prenez le cas de Balpouré, où des chauffeurs, je ne sais pas, ont été vraiment, on a retrouvé morts et enterrés là-bas. Donc, c'est pour vous donner des exemples concrets en ce qui concerne les droits de l'homme. Si vous prenez en ce qui concerne l'indépendance de la justice, il faut savoir qu'en 2011, le palais de justice a fait l'objet d'attaques suite à une décision de justice qui a été rendue condamnant un militaire. Le SINAF, en coalition avec les syndicats de magistrats, a mené la lutte pour aboutir
à un certain nombre de décisions favorables. Est-ce que ces prises en charge de ces différents dossiers-là, ces honoraires-là finalement, c'est sur les primes de cotisation ou comment vous avez géré ces dossiers? Parce qu'on sait bien que vous n'avez peut-être pas de ressources extérieures pour le fonctionnement du syndicat. Il faut savoir que c'est les militants du syndicat qui endossent entièrement. Qu'il s'agisse des frais de déplacement. Les cotisations ou non, de façon délibérée, chacun se dit... Ils ne sont pas énumérés. Oui. Nous désignons au niveau du syndicat un militant, avocat, qui prend en charge tel dossier. Il le fait à ses frais. Alors qu'il y a des avocats commis d'office, par exemple, pour les cas de crimes au Burkina Faso, on le sait très bien. Oui, mais ça, c'est encore à un niveau donné. Lorsque le dossier est arrivé devant la chambre criminelle, effectivement, il y a des commissions d'office pour les avocats, du moins pour les accusés qui n'ont pas les moyens. Mais il faut le savoir, ça, c'est pour les accusés. La partie civile n'a pas cette possibilité. Même si actuellement, avec le fonds d'assistance judiciaire qui est opérationnel, il y a peut-être 2 ans en arrière, il y a un fonds d'assistance maintenant qui existe où la partie civile peut aussi faire acte de candidature. S'il est éligible, peut être pris en charge. Mais bien avant ça, en 2001, on n'avait pas le fonds d'assistance judiciaire. Mais ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les commissions d'office qui existaient. Mais devant la cour d'assises, bon, la chambre criminelle au Burkina, ou l'accusé qui n'a pas la possibilité, l'État a l'obligation de lui commettre un avocat. Mais tous les dossiers que je vous ai pris, c'est les cas de victimes. Voilà. Donc, vous avez contribué à vous entendre clairement à ce que plusieurs personnes soient prises en charge, notamment parce qu'on sait que l'avocat coûte cher, tout le monde ne peut pas s'offrir donc les services d'un avocat. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous comptez travailler à réduire aujourd'hui les honoraires des avocats? Parce que c'est un débat dans l'opinion, les gens se posent des questions. Quand vous êtes un pauvre, vous êtes condamné, vous n'avez même pas droit au service d'un avocat. Oui, mais avant de répondre à cette question, vous m'avez posé une première, de savoir le SINAF, c'est pourquoi faire. Oui, la différence entre le SINAF et, par exemple, le bâtonnier. Voilà, le débat. C'est tout ça. Donc, le SINAF est parti, du moins, est né à partir d'un constat. Ce constat, c'était que les avocats avaient tellement de difficultés dans l'exercice de leur profession. Il y avait tellement d'entraves à son temps, en 2008, et nous avions constaté que les avocats n'étaient pas suffisamment défendus. Nous avons déjà des organes qui existaient déjà. Vous avez le barreau, comme vous l'avez dit. Mais le barreau a beaucoup un rôle d'administration, de représentation de l'ordre des avocats. Bien entendu, il y a un rôle aussi pour défendre les intérêts des avocats. Mais nous sommes partis du constat que les intérêts des avocats n'étaient pas suffisamment défendus pour un certain nombre de raisons que je me garde d'évoquer à son temps, et que l'Union des jeunes avocats qui existait également à son temps en tant que regroupement de jeunes avocats, avait aussi des limites en tant qu'association. Parce que le conflit de génération, parce que entre les anciens et les jeunes ont voulu donc s'affranchir des anciens, c'est ce qui a même du reste donné naissance au syndicat, c'est ce que beaucoup ont dit à l'origine. Malheureusement non, parce que parmi les militants du SINAF, vous aviez l'actuel bâtonnier qui était un ancien, vous avez à son temps maître... Vous avez du reste peut-être coopté quelques anciens pour faire un peu une bonne figuration au sein de l'opinion. Vous avez maître Dabiré Paix à son âme, qui est l'un des, avec maître Passéré, les tout premiers avocats du Burkina qui sont adhérents au syndicat, aux idéaux du syndicat. Ça veut dire que nous avons fait le tour de tous les anciens pour leur présenter le projet à la création du syndicat. Il y a eu de conflits de génération? Il n'y a jamais eu de conflit de génération au niveau du syndicat. Donc je vous explique pour les raisons pour lesquelles le syndicat a été créé. Donc face à ces difficultés, nous sommes dit qu'il fallait un instrument de travail pour essayer de réduire ces difficultés. C'est pourquoi nous avons créé le syndicat. Donc, j'ai compris à un moment donné, les gens disent, mais vous créez un syndicat, vous n'êtes pas des travailleurs, vous créez un syndicat contre qui? Nous avons dit à son temps, ce n'est ni contre le barreau, ni contre qui que ce soit, mais c'est pour travailler à lever les entraves et effectivement à défendre notre périmètre du droit. Parce que vous aviez à son temps tous ces agents d'affaires qui façonnaient partout, qui grignotaient par-ci, par-là, sur le périmètre du droit et personne ne disait mot. Donc il fallait un instrument. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné des conflits de compétences entre vous et les barreaux? Il n'y a jamais eu de conflit de compétences entre le syndicat et le barreau. Il y a peut-être quelques fois, en tout cas au moins à la création du syndicat, au moment où nous avons créé le syndicat, certains avaient pensé qu'en fait c'était pour venir contre le barreau. Mais avec le temps, on s'est très vite compris et les actions que nous avons menées sur le terrain ont convaincu en tout cas les organes de l'ordre qu'en réalité le syndicat n'était pas venu pour rentrer en concurrence. Est-ce que vous faites allégeance par exemple au barreau quand vous êtes responsable d'une structure comme le SINAF? Vous savez que allégeance c'est trop dit. Un syndicat a une autonomie en tant que structure totalement indépendante. Donc, nos relations avec le barreau sont des relations de collaboration et il n'y a pas de question d'allégeance. Alors, je reviens encore sur la question des honoraires parce que c'est la question qui fâche. Dans l'opinion, on trouve que les avocats sont
sont super chers. N'importe qui n'a pas droit à un avocat. Est-ce que vous, à votre niveau, c'est votre combat à partir de maintenant pour faire en sorte que le voleur de poulet ou de cabri qui a été arrêté du jour au lendemain puisse déjà, dès l'audition au niveau du commissariat ou de la gendarmerie, puisse avoir les services d'un avocat? Vous savez, Ismaël, moi je ne suis pas de cet avis. Je suis un syndicaliste. Je souhaiterais que chaque citoyen burkinabé... Il y a des super syndicalistes aussi. Non, nous demeurons toujours dans l'âme des syndicalistes parce que le syndicaliste, c'est celui qui fonctionne sur des principes. Oui, moi, en tant qu'avocat, aujourd'hui, quand je vais au tribunal et que je vois un citoyen burkinabé qui est à la barre en train de se démêler parce qu'il n'a pas les moyens de prendre un avocat, ça me touche. Je souhaiterais que tous les burkinabés, à quelque niveau ils se trouvent, puissent avoir accès à un avocat. Mais c'est à l'État burkinabé de prendre les dispositions parce que la démocratie, c'est ça aussi. L'accès à la justice, c'est ça aussi. Si vous avez accès à la justice et que vous n'avez pas la possibilité de défendre efficacement votre cause, ça ne sert pas. S'il faut construire des palais de justice dans lesquels les justiciables ne savent même pas quel droit réclamer, je pense que ça ne sert pas. Et je crois que l'État a compris qu'il faut faire ça en mettant en place un fonds d'assistance judiciaire qui permet à ces autorités de donner un avocat à qui n'a pas les moyens de prendre un avocat. Maintenant, revenons aux honoraires que vous jugez exagérés. Je pense que dans la sous-région, vous pouvez faire le tour. L'avocat burkinabé, c'est entre griffes et mandia l'armoignat. Parce que le barème de l'ordre des avocats... Quand on voit le niveau de vie des avocats au Burkina Faso, la plupart en tout cas des avocats, la plupart des avocats ont des conditions de vie quand même exceptionnelles par rapport aux citoyens moyens au Burkina. Vous savez, il y a des avocats qui ne peuvent pas payer leur loyer. Vous savez, il y a des avocats au Burkina qui ne peuvent pas payer leur loyer. Vous pouvez faire l'enquête. Parce qu'ils n'ont pas de dossier, parce qu'ils n'ont pas de clients qui les payent comme il se doit. Parce qu'ils sont dans la galère généralisée du Burkina. Vous ne pouvez pas vous soustraire l'avocat du contexte difficile burkinabé. L'avocat vit comme tout burkinabé, il est soumis à la même infraction. Si vous prenez le barème dont vous parlez tout à l'heure, c'est un barème qui date de 2003. Nous sommes en 2018. Le barème a été révisé en 2011. De 2011 en 2018, ça fait 7 ans. Oui. Est-ce que depuis 7 ans, vous pouvez me dire, est-ce que depuis 7 ans, le prix du litre du carburant a demeuré le même? Est-ce que vous pouvez me dire que depuis 2011, le loyer payé par l'avocat a demeuré le même? C'est comme tous les autres travailleurs. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, à la même inflation et aux mêmes réalités burkinabées. Donc dire aujourd'hui qu'un barème qui date de peut-être 10 ans en arrière est beaucoup plus cher, ce n'est pas la réalité. Donc vous allez plaider pour qu'on augmente vos frais d'honoraires aujourd'hui? Si nous avions la possibilité, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce vous souhaitez aujourd'hui qu'on amène, par exemple, les frais de dossier à combien pour le traitement d'un dossier? Vous savez qu'en réalité, il y a plusieurs critères que nous prenons en compte pour fixer l'honoraire. Parce que d'abord, il faut savoir que l'honoraire, il est conventionnel entre l'avocat et son client. Il n'y a pas d'imposition. Si vous venez voir un avocat, par exemple comme moi, que vous m'apportez une affaire, nous devons discuter d'abord des honoraires pour que je puisse prendre le dossier en charge. Et pour fixer ces honoraires, gardez-vous très bien, nous tenons compte également de la situation économique et financière du client. C'est un élément de facturation. Peut-être par exemple, mais au plus loin, quand le client commence, vous vous rendez compte que c'est un dossier suffisamment lucratif, les jeux peuvent changer en chemin, en cours de route. Non, ça c'est une mauvaise pratique parce que les jeux ne peuvent pas changer au cours de la procédure. Non. Mais vous savez que certains de vos camarades ont eu à faire ce faux jeu avec des clients au Burkina Faso. Bon, parce que dans toute profession, vous savez, Ismaël, il y a des brebis galeuses. Et nous partons sur ceux qui respectent les principes et sur comment ça doit fonctionner. Bon, pour ceux qui sont en marge, partout il y a ça. Et le bâtonnier est là pour ça. Et au niveau du SINAF, nous luttons pour ça. Pour qu'il y ait Et vous soutenez le bâtonnier dans les sanctions qui sont prises contre certains avocats véreux au Burkina Faso? Si vous dites avocat véreux, ça veut dire que c'est établi. Si d'aventure les fautes sont établies et que vous êtes pris la main dans le sac, en tout cas au niveau du SINAF, même si vous êtes un militant du SINAF, et nous avions dit que le SINAF, ce n'est pas une association de malfaiteurs. Si vous êtes pris la main dans le sac, vous devrez vous assumer. Et le bâtonnier devait prendre les sanctions qui sont prévues par nos tests. Revenons donc sur les honoraires. Voilà, les honoraires, je vous ai dit que l'avocat, comme il est dans la société, il vit les mêmes réalités, il a les mêmes sentiments que tous les Burkinabés. Donc quand vous allez voir un avocat, il tient compte de votre situation économique et financière. Autrement dit, si vous, Ismaël, vous venez me voir en tant que personne physique, je ne vais pas vous facturer comme si une société financière ou bancaire viendra me voir. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que c'est l'enjeu économique et financier du dossier. Si vous venez me voir pour une question de divorce et que vous venez me voir pour une question de 10 milliards, je ne vais pas vous facturer de la même façon.
Le troisième critère, c'est la complexité du dossier. Si vous venez me voir pour une simple requête en changement de nom, je ne vais pas vous facturer comme si vous venez me voir pour un dossier où je dois veiller pendant 3 mois pour faire des recherches en matière juridique pour défendre efficacement votre dossier. Donc les honoraires d'abord, c'est une nature conventionnelle et il y a des critères que la déontologie et l'éthique nous imposent dans notre facturation. De façon générale, dans l'opinion, on sait qu'il y a certains avocats qui sont vus comme des avocats des pauvres et certains comme des avocats des riches parce que la ménagère ou encore ce bonhomme qui est dans un quartier périphérique qui n'a pas les moyens, qui se sent brimé dans son droit, il préfère s'adresser à certains avocats qu'à d'autres parce qu'on se dit que tout le monde n'a pas les mêmes prestations auprès des juridictions. Vous savez, ça vous revient de façon récurrente sans oui, doute. Ça c'est le nier, ce n'est pas vivre au Burkina. Oui. Mais je vous dis que, mais écoutez, quand il faut combien par exemple? Quand vous êtes malade, Ismaël, vous avez le choix entre d'aller vous soigner dans un CSPS ou d'aller vous soigner dans une clinique qui donne les mêmes prestations. Donc c'est à vous de faire le choix. Parce que l'avocat, quoi qu'on lui dise, il faut qu'on se dise la vérité aussi. Si vous avez un petit dossier sur lequel vous savez qu'il n'est pas nécessaire de faire recours à un avocat, genre je vais changer mon nom ou bien je vais ajouter un prénom à la suite d'un baptême, est-ce que vous avez besoin d'aller prendre un avocat pour ça? C'est comme si vous avez des simples maux de tête, vous dites que c'est nécessaire d'aller consulter un infirmier. Voilà, maintenant si vous décidez d'aller voir un médecin qui est le niveau supérieur et que vous allez dans sa clinique, il va de soi qu'il va vous facturer. C'est ça aussi la réalité. Bon, je ne veux pas dire que l'avocat n'est pas fait pour tout le monde, mais l'avocat aussi doit vivre de son travail. Mais si vous imaginez, les cabinets d'avocats, c'est des véritables entreprises. Ça, il faut que le dise. Si le cabinet d'avocats ne fonctionne pas, je suis là-bas d'une entreprise qui doit aussi réaliser qui doit réaliser des profits pour pouvoir prendre en compte ses charges, les avocats vont disparaître. Donc c'est ça aussi qu'il faut tenir en compte. Parce que si nous ouvrons nos cabinets pour dire que, et ça qu'il faut le dire, nous faisons déjà du social. Si vous prenez rare des cabinets d'avocats aujourd'hui, n'ont pas 20, 30 dossiers où ils prennent en charge gratuitement, soit pour des questions de relations d'amitié, de parenté, ou même pour des gens qui sont totalement démunis. Gratuitement, du début jusqu'à la fin. Et éventuellement, peut-être s'attendre à ce qu'il y ait gain de cause. Vous savez après le résultat, sans doute. Non, ça c'est interdit. Le pacota litis est interdit dans notre profession. Se faire rémunérer en fonction du résultat, ça c'est interdit. Par contre, ce qui est acceptable, c'est des honoraires du résultat. Dès le départ, vous me dites que vous avez quelqu'un qui vous doit 500 millions, vous venez me confier l'affaire du recouvrement. On s'entend dès le départ. Si j'arrive à recouvrer les 500 millions pour vous, il y a un pourcentage que vous devez me reverser qui ne saurait dépasser 15%, tel qu'est prévu, je crois, a été révisé en 2011 pour venir à 17%. Voilà, ça c'est prévu. Mais venez me dire, oui, vous avez une affaire de 500 millions, écoutez, je dois prendre entièrement en charge. À la fin, s'il y a quelque chose, je dois prendre 30%. Ça, c'est interdit. Et là, vous devrez avoir un contrat clair qui doit définir dans quelle proportion, effectivement. Parce que si on fait des pacota litis, la profession va disparaître. Et si à la fin, vous n'avez pas de résultat. Si dans votre cabinet, vous n'avez que des affaires où vous devez être rémunéré à la fin, mais si à la fin, il n'y a rien, vous fermez. Et ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça amène le professionnel à exagérer. Parce qu'en ce moment, c'est comme si, oui, écoute, si je gagne le loup, bon, je vais prendre les 2 gigots. Ça, ce n'est pas logique. Mais il arrive des moments où vous préférez traiter plutôt les dossiers les plus lucratifs et mettre dans les couloirs, dans les tiroirs, les dossiers les moins lucratifs, on pourrait le dire ainsi. Ça, c'est peut-être une vue d'esprit. Sinon, dans un cabinet, tout dossier qui rentre est un dossier, il est traité comme tel. C'est les mêmes diligences qui sont accomplies dans un dossier X, et peu importe son enjeu économique et financier, que dans un dossier Y. Mais comment vous expliquez le fait que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a que, par exemple, les personnes aisées qui arrivent à être arrêtées du jour au lendemain, qui prétextent de maladies, et ce sont les mêmes avocats, vos confrères, là, qui font tout pour les faire sortir d'affaires dans des prisons pour des histoires de maladies. On n'a pas fini. On connaît maintenant la méthode au Burkina Faso. Bon, écoutez, Ismaël, la démarche n'est menée par des avocats, généralement. On va s'entendre. Oui. Bon, les avocats ne rendent pas de décisions. Même s'ils participent au processus. Mais c'est eux qui commencent la procédure qui débouche sur la décision finale qui est prise par le juge. Ça, on en convient. Je vous explique. Oui. Vous savez, nous sommes dans une maison. Si moi, je suis un entrepreneur, si vous m'apportez, vous me donnez le terrain, vous dites que vous voulez un bâtiment R+1. Je vous dis, c'est quoi vous devez m'apporter comme matériau pour que je puisse faire le R+1 pour vous. C'est le rôle de l'avocat. Le juge doit apprécier toutes les demandes que l'avocat fait à la demande de son client. Donc, s'il apporte des éléments, effectivement, qui puissent permettre au juge de construire un R+1, le juge va construire le R+1. Donc, c'est sur les demandes de l'avocat qui n'a d'autres outils de travail que le droit. Par exemple, je prends les questions des libertés provisoires. Ça, il faut le savoir que c'est autorisé par la loi. La liberté, c'est la règle,
c'est la détention qui est l'exception. Ça, il ne faut pas qu'on renverse les choses, parce que j'ai l'impression que dans l'esprit du commun, de mortel, c'est la détention qui est le principe et la liberté qui est l'exception. Non, 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 c'est la liberté qui est la règle. On ne vous détient que pour des motifs précis. Un, lorsque vous n'avez pas de garantie de représentation. Deux, lorsqu'il y a un risque, vous retirez l'infraction. Deux, lorsque vous pouvez suborner des témoins pour empêcher la manifestation de la vérité. Ou lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ou d'atteinte même à votre propre personne. Donc, le juge part de ces principes pour vous détenir. Donc, lorsque ces motifs ne tiennent plus, il va de soi que l'avocat explique au juge que, effectivement, soit la personne, sa détention peut lui porter préjudice, tel que les cas de maladie et autres, et c'est à lui d'apporter les éléments. Et il n'y a que des gros bonnets qui bénéficient finalement des libertés provisoires au Burkina pour la plupart. À ce que je sache, je crois que des libertés provisoires sont prononcées chaque jour dans nos palais de justice. Peut-être, c'est ce qui vous qualifiez de gros bonnets qui sont peut-être médiatisés parce qu'ils sont généralement dans des dossiers beaucoup plus sensibles, beaucoup plus médiatisés. Sinon, chaque jour, dans les dossiers que nous avons en tant qu'avocats, des libertés provisoires sont accordées. Chaque jour que Dieu fait dans les cabinets d'instruction, les libertés provisoires sont accordées. Mais comme c'est des anonymes et que les dossiers ne sont pas médiatisés, peut-être les gens ne sont pas au courant. Alors, revenons sur un cas que j'ai soulevé il y a juste un court instant. Je ne vous ai pas beaucoup entendu là-dessus. La question, par exemple, des auditions. Est-ce que vous travaillez à faire en sorte que quelqu'un qui est arrêté, qui arrive dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, un avocat puisse prendre part dès le début de la procédure, parce que souvent on se dit que les rapports sont biaisés. Certains avocats même nous ont dit que les CV qui sont produits ne sont pas souvent les meilleurs pour pouvoir juger des dossiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, après tant de tergiversation et de combat. De combat aussi, parce que ça fait partie des combats qui ont été menés. Notre pays, quand même, dans le cadre de l'UEMOA, dans l'harmonisation des règles qui régissent la profession d'avocat, a admis que l'avocat aujourd'hui peut assister son client à la phase de l'enquête préliminaire, dès son interpellation. Ce qui n'était pas vraiment le cas. Et c'est depuis janvier 2015 que le règlement UEMOA est rentré en application. Donc, il appartient aux citoyens. Vous savez que l'avocat, en réalité, ne fait pas du démarchage. Il ne fait pas du démarchage. Cela voudrait dire qu'il ne cherche pas lui-même ses clients. Ce sont ses clients qui viennent le chercher. Donc, si vous êtes interpellé à la police judiciaire, c'est à vous de faire appel aux différentes familles ou encore aux intéressés qui sont interpellés. C'est vous de faire appel à l'avocat pour dire que bon, j'ai été convoqué par la police judiciaire, donc je souhaiterais que vous m'indiquiez. Effectivement, nous avons, je pense que c'est une avancée très notable pour notre justice, pour notre démocratie et pour les droits de l'homme, parce que nous avions effectivement des cas de torture qui se révèlent lors des procès. Les intéressés disent avoir été torturés. Quand c'est comme ça, le juge est vraiment très mal à l'aise. Il ne sait pas si ce qui a été dit dans les procès verbaux qui sont déposés devant lui, c'est la réalité ou pas. Et le monsieur étant seul dans les locaux de la police judiciaire, à tort ou à raison, il peut dire qu'effectivement, ces propos ont été obtenus sur le coup de la torture. Et nous avons quelques cas quand même qui ont posé des difficultés notoires au juge qui a dû ordonner des enquêtes, ordonner des expertises médicales pour savoir si effectivement les intéressés ont été torturés ou pas. Alors, revenons toujours donc sur les cas des différents dossiers. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous recommandez à ces citoyens qui regardent Burkina Info aujourd'hui, quand vous êtes interpellés, de ne pas faire de déclaration sans la présence d'un avocat, par exemple? Est-ce qu'on peut arriver à cela au Burkina? Est-ce que c'est possible? Bon, c'est à eux d'apprécier, mais si moi j'avais un conseil à donner, c'est dès que vous êtes convoqué, de faire déjà recours à un avocat. C'est comme si vous êtes malade, vous n'allez pas aller en pharmacie et payer le médicament avant d'aller consulter. Voilà. Alors, un sujet dit d'intérêt que je voudrais qu'on aborde avec vous. Les avocats, de façon générale, sont perçus dans la société comme des gens sans sentiment parce qu'on ne peut pas comprendre souvent que vous défendez certains dossiers. Est-ce que moralement, l'avocat pense déjà à l'opinion publique avant de prendre en charge certains dossiers? Je voudrais par exemple parler du cas du coup d'État de septembre 2015, dont vous-même vous avez eu à défendre des putschistes au Burkina. Pour l'opinion, ça ne passe pas. Tout à fait. Donc, si vous pouvez me le permettre de ne pas rentrer dans le fond et rester dans les principes généraux. Non seulement la procédure est toujours en cours, mais en plus, il y a le fait que, en réalité, en tant que secrétaire général du SINAF, j'ai dans le SINAF des avocats qui sont aussi bien de la partie civile que de l'accusation. Donc pour ne pas prendre parti et s'aimer la division au sein de mes militants. Mais pour ce qui concerne les dossiers dits impopulaires, pour nous, avocats, il n'y a pas de dossier impopulaire.
Vous savez, aujourd'hui, l'avocat, c'est comme un croque-mort. Hein. Le jour que vous n'avez pas perdu, le jour que vous n'avez pas encore perdu un membre de votre famille, vous ne connaissez pas son utilité. Je vous prends un exemple très simple. Vous savez que le procès équitable, c'est la possibilité de se défendre avec tous les moyens. Et les droits de la défense sont garantis par la Constitution. Et ce que je voudrais dire à ceux qui pensent qu'il y a des dossiers impopulaires, de faire très, très attention pour ne pas se faire prendre dans le piège. L'avocat ne rend pas de décision. L'avocat participe au processus qui conduit à rendre la décision tout en demandant à ce que cette procédure soit respectée. Donc un avocat ne peut pas venir empêcher que quelqu'un soit condamné si effectivement les faits amènent à sa condamnation. Mais l'avocat peut effectivement faire respecter la procédure. Maintenant, s'agissant des dossiers dits impopulaires, mais un avocat, sa seule obligation qu'il a, c'est sa conscience. Si l'avocat pense qu'un dossier est contraire à sa conscience, il y a une clause de conscience. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si j'estime que je ne peux pas aller défendre un dossier contre mon beau-père, ou bien je ne peux pas aller défendre un dossier contre mon frère, donc si vous venez me charger de cette affaire, je vous dirai tranquillement que effectivement j'ai une clause de conscience. Est-ce que ce même cas de conscience n'aurait pas dû faire en sorte que certains avocats refusent de défendre des gens qui ont voulu faire un coup d'État jusqu'à ce qu'il y ait des morts dans un pays? Vous savez que... C'est dans la même dynamique de cas de conscience. Mais voilà. Vous savez que si en réalité les avocats ne participent pas à ce procès de coup d'État, il n'y a pas de procès. C'est ce que les gens ne savent pas. Si les avocats, tous les avocats du Burkina Faso refusent de participer, d'assister les accusés parce qu'ils ont fait un coup d'État qui a échoué, il n'y aura pas de procès parce que la loi impose que ces accusés doivent être assistés par des avocats. Mais est-ce que vous pesez un peu ce que pense l'opinion du fait de défendre, par exemple, ces personnes qui ont été à l'origine de ce coup d'État? Vous savez, vous m'amenez petit à petit dans ce dossier, mais nous, notre travail... C'est une réalité. Vous savez, c'est l'actualité, c'est la réalité aujourd'hui. En tant qu'avocat, je crois que si, en tant qu'avocat, d'abord, nous sommes indépendants. Et de par cette indépendance et cette liberté qui régissent notre profession, il nous appartient, en tant qu'avocat, d'apprécier si nous devons prendre telle ou telle autre cause. Ça, c'est ce qui nous revient. Maintenant, l'appréciation. Vous savez, si vous devez défendre des dossiers en tenant compte du populisme qui se tourne autour, vous risquez de ne pas être un avocat efficace, indépendant et libre. Parce que l'avocat doit être... L'avocat n'a pas de morale finalement à vous entendre? Non, l'avocat... Moralement, souvent, est-ce qu'on ne peut pas se dire il y a des dossiers sur lesquels moi je ne traite pas sur ce dossier-là? Je vous ai pris ça tout à l'heure pour vous dire qu'il y a une clause de conscience. Par exemple, je vous ai dit que je ne pourrais pas aller défendre, par exemple, contre mon beau-père, ou je ne peux pas aller défendre contre mon frère. Ça, c'est des clauses de conscience. Qui a commis un acte qui a débouché sur des morts d'hommes aussi, vous aurez pu avoir la même conscience pour ne pas défendre cette personne-là. Oui, mais ça, c'est une appréciation qui est subjectiviste. Parce que quand vous dites que quelqu'un a tué à des morts, est-ce que vous êtes certain aujourd'hui... Et quand la personne fait son aveu pour dire « je reconnais avoir porté la responsabilité ». J'arrive. Vous pensez que là, quand l'avocat participe au procès, c'est pour aller forcément à la relaxe? Non, vous vous trompez. C'est sur ça que toute l'opinion se trompe. Quand un avocat participe à un procès, ce n'est pas pour aller à la relaxe. Il y a des avocats qui plaident coupables pour les clients. Il y a des avocats qui vérifient la régularité de la procédure. Vous êtes sûr, Ismaël, aujourd'hui, que parmi tous ceux qui sont accusés aujourd'hui, il n'y aura pas de relax? Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr. Parce qu'on est pour le moment au jugement. Il ne faut pas aller de façon précipitée. Que ce soit ceux qui ont fait des aveux, que ce soit ceux qui n'ont pas fait des aveux ou qui sont jugés actuellement, il est possible qu'il y ait des relax, que des gens soient déclarés non coupables. Il est sûr qu'il y a des avocats qui plaideront coupables. C'est leur stratégie. Mais je dis, en ce qui concerne les avocats, un avocat doit rester libre, indépendant et digne et ne pas se faire embarquer dans un populisme. Vous savez, moi j'ai défendu des dossiers qu'on disait à tort ou à raison impopulaires. Mais nous avons vu à la fin les résultats que ça a donné. Les résultats judiciaires. Parce que l'avocat doit avoir pour leitmotiv le droit et rien que le droit. Mais est-ce que vous savez souvent même que c'est encore même dangereux pour la sécurité même de l'avocat de défendre par exemple des putschistes dans un pays? Je ne pense pas. Vous n'avez jamais été menacé parce que vous défendez des putschistes éventuellement? Bon, l'avocat, le risque de l'avocat c'est comme si vous me disiez qu'en circulation, si vous êtes en circulation, vous avez un risque d'avoir un accident. C'est totalement différent. C'est totalement différent tout de même. L'avocat, tout comme dans tous les métiers, il y a un risque. Il y a un risque et nous devrons l'accepter. Que ce soit dans le dossier des poursuites, que ce soit dans le dossier de lambda, d'un individu lambda, vous avez forcément un risque. Et ça, c'est dans tous les métiers. En tant que journaliste, vous avez aussi un risque parce que vous prenez des positions.
J'en conviens. Alors, si je reviens encore sur les cas de conscience ou encore la morale qui doit souvent vous guider dans vos actions, vous êtes finalement déporté de ce dossier du coup d'État. Est-ce que finalement la pression populaire n'a pas eu raison de votre conviction sur ce dossier du coup d'État? Non, je ne crois pas. On a eu l'impression que vous avez cherché une bonne fenêtre pour fuir et finalement l'occasion vous a donné de fuir. Ah non, là vous vous trompez peut-être. Et je pense que les raisons pour lesquelles on s'est déporté du dossier figurent dans le dossier. Et il y a un certain nombre de raisons, mais ça ne saurait être la pression populaire parce que je pense que même ceux qui sont, ce que vous qualifiez de populaire, connaissent mes convictions, ils connaissent mes positions, ils connaissent aussi le travail que je fais. Je pense que tout bon esprit doit comprendre qu'en tant qu'avocat, ils auront peut-être du jour au lendemain recours à un avocat dans des situations difficiles. Et c'est pour ça que chacun doit savoir raison garder et pour savoir que l'avocat fait un travail et que du jour au lendemain, on peut avoir besoin de lui dans des situations difficiles. Et l'avocat, c'est comme le médecin. C'est quand vous êtes malade que vous allez à l'hôpital. Donc, c'est quand vous êtes dans des situations difficiles, comme vous les qualifiez, ça peut heurter la conscience. Vous savez, aujourd'hui, le dossier dont vous parlez, c'est tout à fait logique. Dans le contexte dans lequel les faits se sont passés, que les gens soient... ça se justifie. Voilà, les positions se justifient, mais il faut qu'on aille au-delà de nos positions de victimes. Voilà. On dira c'est M. Bayala qui a défendu des putschistes dans ce pays-là. Oui, mais je l'assume. Et je défendrai aussi plein d'autres personnes au-delà des putschistes. Et j'ai déjà défendu des dossiers beaucoup plus graves que ça. Et c'est mon travail. Parlant de dossiers les plus graves, on a l'impression que vous commencez toujours des dossiers épineux que vous ne terminez pas. Je me rappelle encore de ce cas de Banla Lompo, du nom de cet élément de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui avait abattu sa copine à Ouemtenga. Vous avez commencé et on s'est retrouvé au niveau de Ouaga 2000. Vous êtes encore une fois de plus déporté. On a l'impression qu'avec vous, vous commencez toujours des chantiers difficiles, vous ne les terminez jamais. Tout à fait. Ben, peut-être que c'est le dossier, les dossiers que vous avez peut-être connus. Dans mon cabinet, je n'ai que des dossiers que je termine beaucoup et je donne satisfaction à mes clients. On doit être fier de défendre quand même des gens qui ne font que des morts. Mais vous savez, le cas par exemple de Banla, par exemple, ce dossier est terminé. Ça aboutit à ce que moi j'avais peut-être craint. Voilà, parce que M. Banla, qui a comparé devant la chambre criminelle, avait dit qu'il avait des témoins qui sont des collègues qui étaient déjà en mission au Mali. Donc nous avions dit, bon, à partir du moment où il est en détention, s'il a des témoins qui souhaitent faire comparaître et qui sont partis en mission, je ne sais pas si c'est mission onusienne ou quoi, ben, il fallait renvoyer le dossier pour que bon, il puisse faire comparer ces témoins pour être jugé. Parce que quelqu'un qui encourt la peine de mort, moi je pensais qu'il était très difficile de le juger de façon active. Donc et chaque fois... Il a fini par être condamné à mort. Il a été condamné à mort. Voilà, c'est la suite. C'est à quoi j'ai refusé d'assister. Parce que pour moi... Ça aurait pu être un échec pour vous. Vous avez vu l'échec venir et vous avez anticipé en vous déportant de ce dossier. Vous savez, Ismaël, vous êtes un journaliste. Si quelqu'un vient vous enlever votre micro, et puis vous demande de parler, est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas faire de l'extraordinaire sans votre micro. C'est un outil de travail. Alors, si on vous enlève votre micro, vous estimez que vous ne pouvez plus faire le travail efficacement et consciencieusement, vous devez partir. Parce que si votre nom est associé à ce qui est mal fait, ce n'est pas bon pour votre carrière. On dira, oui, Ismaël était là lorsqu'on a fait le jugement. Donc, est-ce qu'Ismaël a exploré toutes les voies du droit pour défendre efficacement le dossier? C'est ça un travail consciencieux, c'est ça un travail professionnel. Et chaque fois que c'est comme si vous allez consulter un médecin, s'il n'est pas, s'il n'est pas dermatologue, il vous dira, s'il a une conscience professionnelle, il va vous dire, écoutez, ce travail-là, ça ne relève pas de mon ressort, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Donc l'avocat aussi, je vous explique pourquoi chaque fois, nous, quand nous sentons que consciencieusement, nous ne sommes pas dans les conditions de faire le travail, nous devons avoir le courage de nous départir pour que notre nom ne soit pas associé à ça. Monsieur Banla a été condamné à mort, mais peut-être que si ces témoins avaient comparu, puisqu'il dit qu'il y a des témoins, qui ont même été entendus devant le juge d'instruction. Peut-être si ces témoins avaient été entendus, cela aurait pu convaincre les jurés, comme vous et moi, qui auraient pu peut-être le condamner soit à 20 ans ou à perpétuité, pas à la mort. Parce que ça peut être de nature à atténuer sa peine. Quand on vous enlève ça, Ismaël, et que vous êtes un avocat professionnel et consciencieux, vous devrez avoir le courage de dire que vous ne pouvez pas participer à ça. Et c'est pour cette raison... Vous avez eu droit au contenu du dossier, même sans la présence de ces témoins-là. Est-ce que le dossier était si consistant pour qu'il puisse se défendre au vu de la tournure des événements? Bon, peut-être qu'à moins de vouloir refaire le procès, mais moi je m'en tiens au principe que quelqu'un dit qu'il a des témoins. Si
après tout ce qui est dans le dossier, vous jugez nécessaire de faire un procès, c'est parce que c'est important. Si ce n'était pas important, vous n'aviez qu'à regarder tout ce qui est dans le dossier et puis le condamner. Et vous pensez qu'il avait des alibis assez importants pour se défendre par rapport à ce crime qui a été commis là? Ben, je dis que ce qui est important, c'est que ce monsieur dit qu'il a des témoins. Qu'est-ce que ces témoins viendront dire? Vous basez uniquement sur les témoins. Je parle du contenu même du dossier parce que vous avez été son avocat au début et vous êtes déporté plus tard. Non, je suis devenu son avocat à partir du moment où il a comparu devant la cour d'assises. Donc, je n'étais pas son avocat dès le départ. Il faut savoir aussi que j'ai été commis d'office lorsque le dossier a été programmé. Moi, j'ai regardé dans le dossier, il y a des témoins qui ont été entendus par le juge d'instruction et qui ont fait des déclarations. Donc, ces témoins, c'est nécessaire qu'ils viennent devant la chambre criminelle pour que si nous avions des questions éventuellement, pour pouvoir leur poser ça. Donc, au-delà des déclarations qu'ils ont déjà faites, on peut, en lisant le dossier, trouver des questions peut-être que le juge d'instruction n'a pas posées pour avoir plus d'éclaircissement. On peut les poser. On peut venir les experts pour les poser des questions. C'est ça le procès. Sinon, le procès, ce n'est pas parce qu'il y a un dossier qui est déposé et on vient, on condamne. Si on vient pour condamner comme ça, on n'a pas besoin de faire un procès. Vous prenez les pièces, vous encoquinez, vous enfermez dans une chambre. Mais tel que le crime a été commis, est-ce qu'un avocat consciencieux peut défendre un tel dossier? Moi, je pense qu'un avocat professionnel, consciencieux, est fait pour faire son travail, peu importe la situation. Et c'est d'ailleurs dans cette situation que vous avez besoin d'un avocat. Cette situation que vous qualifiez de grave, des crimes graves, odieux, c'est là que vous avez besoin d'un avocat. Si vous ne vous reprochez rien, vous avez besoin d'un avocat pour faire quoi? Vous allez avaler du paracétamol si vous n'êtes pas malade? Est-ce que ce dossier ne révèle pas au grand jour peut-être une faille? Parce qu'on aurait pu faire venir ces témoins qui sont cités là pour qu'ils soient jugés dans les règles de l'art. Parce que pour un crime aussi grave comme celui qui a été commis, on n'aurait pas pu expédier le dossier comme... Ah oui, Ismaël, c'est ce que nous disons, que les Burkinabés doivent faire très attention. Nous avions évolué en démocratie. Nous avons évolué en matière de droits de l'homme. Vous savez, il y a certains dossiers aujourd'hui, sous d'autres cieux, on ne se serait pas fatigué pour faire des procès. Donc il faut que nous acceptons cette évolution. Que si nous avons évolué en matière de droits de l'homme et de démocratie, que si nous voulons faire des procès, que nous devons le faire dans les règles qui respectent le droit et qui respectent les droits de la défense. Parce qu'aujourd'hui c'est X, demain ça peut être vous. Si aujourd'hui on vous refuse la possibilité d'avoir des témoins, peu importe ce que ces témoins viendront dire, on dira que c'est un dossier impopulaire et justement c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que demain, ce dossier était impopulaire, vous allez avoir votre dossier qui n'est pas impopulaire, mais on va vous refuser la possibilité d'avoir vos témoins parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est le précédent. Donc, il faut que les gens fassent très attention pour savoir que les droits de la défense, le renforcement des institutions, les garanties des libertés fondamentales, ça protège tout le monde. Ça ne protège pas X, ça ne protège pas Y. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, que M. Bayala défend un dossier que vous qualifiez entre griffes de populaire, que demain, quand vous allez avoir votre dossier qui n'est pas populaire, que vous n'avez pas besoin d'un avocat. On ne va pas non plus faire la fine bouche, il faut le reconnaître. Les dossiers populaires vous permettent d'être aussi populaire. Ça, il faut le dire. Certains avocats en profitent parce qu'ils peuvent se faire connaître de l'opinion. Dans notre profession, nous n'avons pas besoin de publicité. C'est déjà interdit. Donc, la popularité... Donc, on ne passe pas des subterfuges pour avoir cette publicité. Non, nous n'avons pas besoin de... dossiers, par exemple. Nous n'avons pas besoin de popularité ni de publicité pour quelque raison que ce soit. La popularité de l'avocat, c'est son efficacité et c'est le travail bien fait, la satisfaction qu'il donne à ses clients. Vous avez beau avoir la publicité qu'il faut, le premier client qui va venir dans votre cabinet repartira et il repartira avec 10 autres clients parce qu'il n'a pas été satisfait. C'est la seule publicité que nous avons. Nous n'avons pas droit à ça. Ce que les gens pensent que c'est pour faire de la publicité, vous savez, on dit tout parce qu'on ne maîtrise pas la matière. Mais certains magistrats même en veulent aux avocats parce qu'ils disent qu'ils trouvent toujours les moyens de faire tourner le procès parce que c'est eux qui sont devant les médias et c'est une bonne affaire pour vous. Certains magistrats le disent dans les couloirs. Nous, on en a entendu beaucoup les dire. Oui, et que je les rencontre, je n'ai pas encore entendu ça d'un magistrat. Je les rencontre ça, mais ce que je dis, chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Vous avez des dossiers qui, de par leur nature, ont besoin d'une certaine communication. Est-ce que vous le comprenez? Vous avez besoin d'une certaine communication pour savoir ce qui s'est passé. Si vous prenez le procès actuellement en cours, que ce soit les avocats des accusés ou les avocats de la partie civile, lorsque vous venez massivement au niveau de la salle et que vous repartez avec vos micros, personne ne vous explique techniquement ce qui s'est passé dans la salle en français facile pour que vous portez l'information, l'opinion puisse comprendre. Il va de soi qu'il y a un problème. Donc l'avocat est amené souvent, parce que le magistrat, lui, il a une obligation de réserve, il ne peut pas intervenir sur ça. Nous, avocats, nous sommes amenés à aider l'opinion pour comprendre ce qui se passe. Si c'est ça qui est qualifié de publicité,
je les rends concessions. Vous allez continuer à en bénéficier sans doute, au vu de l'évolution de la situation. Mais je reviens encore sur le cas de Barala Lompo, parce qu'en son temps, quand je vous avais interviewé, vous nous avez dit « Je ne peux pas défendre quelqu'un qui risque la peine de mort ». Alors, je reviens sur la question de la peine de mort. Faut-il l'abolir au Burkina Faso? Là aussi, le débat est mené actuellement. Je pense que... je vais vous donner la position du syndicat des avocats que j'ai. Qui n'est pas totalement différente de la vôtre, sans doute. Oui, tout à fait, qui n'est pas différente de la mienne. Donc, le syndicat milite pour l'abolition de la peine de mort. Nous faisons partie de la... Celui qui a précédemment renoncé à sa propre vie. J'arrive. Le syndicat fait partie de la coalition nationale pour l'abolition de la peine de mort. Et nous sommes dans cette démarche. Pour nous, la peine de mort, c'est une peine inutile. Vous savez, ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous avez en relevé le caractère inhumain de la peine de mort. Ça veut dire que pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut que vous lui enlevez sa nature humaine. Tel que vous venez de le dire, celui qui tue a renoncé à sa nature. Et celui qui le tue alors, celui qui tue, celui qui a renoncé à sa nature humaine, lui devient quoi? On ne se pose pas la question. Lui devient quoi? Puisque vous dites que celui qui a tué, il a renoncé à sa nature humaine. Est-ce qu'il a le droit de tuer l'autre? La question qu'on se pose, c'est quelle société nous voulons construire? Parce que si vous tuez, parce que la personne a tué, je viens de vous montrer que vous avez fait exactement ce que l'autre a fait. Et si vous voulez construire une société sans la mort, il faut que vous arrêtez de démystifier la mort. Parce que si vous, je prends l'exemple, vous pendez physiquement quelqu'un à la télé, vous dites que parce qu'il a tué, vous donnez quelle morale aux enfants qui vous suivent? Vous banalisez la mort. Mais est-ce que ça peut pas être un cas de conscience au niveau de l'opinion pour dire celui qui tue finalement, il saura, il sait ce qu'il attend? Vous savez, sur ce caractère dissuasif de la peine de mort, ça a été démontré. Si vous voulez aujourd'hui, l'information est accessible. Allez-y aux États-Unis, vous tapez sur le net. C'est l'exemple type de pays où vous avez des États qui appliquent la peine de mort, où il y a certains qui n'appliquent pas la peine de mort. Vous regardez le taux de criminalité des États qui appliquent la peine de mort et ceux qui ne l'appliquent pas. Vous verrez qu'en réalité, appliquer la peine de mort, ça n'a jamais fait diminuer la criminalité. Au contraire. Est-ce que ça ne banalisera pas la vie humaine dans les pays comme les nôtres? Parce que l'effet dissuasif demeure toujours quand même important, quoi qu'on dise. Vous savez, l'effet dissuasif de la peine de mort n'a jamais été démontré. Au contraire, en Grande-Bretagne, on a démontré que sur 270 condamnés à mort, au moins 70% avaient déjà assisté à une scène de mise en exécution de la peine capitale. C'est pour vous démontrer qu'en réalité, ce caractère dissuasif n'a jamais existé. Au contraire, je vous prends le Nigeria à côté ici. Il y a la peine de mort, ça n'empêche pas Boko Haram de sévir gravement. Donc, pour vous dire que le caractère dissuasif n'a jamais été démontré, c'est une vue de l'esprit. Alors, c'est vrai qu'à cette étape de l'émission, il faut qu'on précise qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le couloir de la mort au Burkina. Ça ne dépasse pas 3 ou 4 en tout cas. Mais je n'ai pas une idée, mais je sais qu'il y en a quand même. Oui, pour ce qu'on sait, ça ne dépasse pas 3 ou 4 personnes. Alors, on continue l'émission. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les magistrats de façon générale? Nous avons d'excellentes relations. Ça, c'est devant les médias. Il faut les améliorer. Ça, c'est devant les médias. Parce que de ce qu'on sait dans le palais aussi. Tout n'est pas forcément rose entre vous. Vous savez que dans toute société, dans toute collaboration, tout ne peut jamais être rose. Il y a toujours des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Et ça participe de la discussion entre des hommes qui animent cette maison. Et parlant de la corruption au niveau de la magistrature, certains ont été sanctionnés. Est-ce que vous avez bien apprécié les décisions qui ont été prises par le Conseil supérieur de la magistrature, notamment un bon signe pour la lutte contre la corruption? Vous savez que je ne me réjouis jamais du malheur de quelqu'un. On ne parle pas du malheur de quelqu'un, ce n'est pas un cas isolé, on parle d'une institution qu'il faut protéger quand même. Oui, mais je commence par ça pour vous dire que je ne me réjouis jamais du malheur de quelqu'un. Maintenant, si les sanctions ont été prononcées parce qu'il y a eu des fautes, en tant que syndicaliste, dirigeant du syndicat, je ne peux que féliciter ça. Parce qu'il s'agit vraiment de laver un peu la maison. Parce que, comme je le disais en tout début, partout il y a des brebis galeuses. Et s'il y a des fautes qui sont établies et que les intéressés ont été régulièrement entendus sur ces faits et que c'est à l'issue de ça qu'ils ont été sanctionnés. À Moudoukla, nous disons Dieu merci. Parce que quand vous allez quelque part, Ismaël, et on dit que la justice est corrompue. La justice, c'est nous tous. C'est le talon d'Achille. C'est le talon d'Achille de la démocratie au Burkina. C'est tous les magistrats. Les avocats, les magistrats, greffiers, bref, tous les acteurs de la justice aujourd'hui. Quand la justice est corrompue, c'est nous tous qui sommes corrompus. Mais alors qu'il y a quelques cas, c'est comme par exemple un cas d'Ebola dans une population de 10 000 habitants. Mais vous voyez, c'est grave. Il peut faire grave. Parce qu'un cas d'Ebola dans une population de 10 000 habitants, les 9 999 là ne comptent plus. C'est le cas d'Ebola, c'est lui qui est plus visible. Donc il faut que nous travaillions à extirper ces cas d'Ebola là
de la multitude des hommes qui animent la justice burkinabé et qui sont des hommes de qualité et qui sont des hommes de principe que nous croisons tous les jours au palais, qu'il s'agit d'avocats, qu'il s'agit de magistrats. Mais ces brebis galeuses qui foisonnent parmi nous font en sorte qu'on ne voit pas le travail qui est abattu chaque jour par les hommes en robe. Qu'il s'agisse des magistrats, qu'il s'agisse des greffiers, qu'il s'agisse des avocats. Donc c'est en cela que nous avons salué lors de notre congrès la tenue du CSM. Oui. Et nous avions dit que c'est historique dans notre pays et que nous devrons aller dans ce sens pour que chacun sache que dans sa profession, il y a des règles, il y a de l'éthique à respecter. J'ai parlé de la défense des dossiers épineux, le coup d'État, Barla Lompo. On sait aussi que vous défendez les dossiers les plus lucratifs. Hein. L'État contre la mabusique, on sait que la mabusique, c'est la cigarette qui tue. Vous défendez encore la mabusique à ce niveau. Ensuite, on n'oublie pas que vous avez eu à défendre d'autres dossiers emblématiques. La Cameroun, il y avait beaucoup d'argent aussi à défendre. Apparemment, vous savez faire le juste milieu entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour trouver encore à arrondir aux fins du mois sans doute. Nous n'avons pas de fin de mois, M. Ouedraogo. C'est une manière de le dire. Oui, mais nous n'avons ça, il faut le préciser, nous n'avons pas de fin de mois. Oui. Nous sommes des avocats, nous travaillons. Vous avez des salariés que vous devez payer. Oui, et ils ont des fins de mois et qui sont déjà arrondis, ce n'est pas grave. Mais nous n'avons pas de fin de mois. Comme je l'ai dit tantôt, nous défendons des dossiers pour lesquels nous sommes saisis. Nous ne faisons pas du démarchage. Quand vous prenez le dossier Mabussi, vous dites la cigarette tue. Oui, c'est vrai, vous savez combien de choses tuent au Burkina? L'alcool tue, on en fabrique. Les autres... Mais si vous pensez aux conséquences de la cigarette qui décime la jeunesse burkinabé, vous aurez pu ne pas défendre J'en arrive. Vous savez combien, c'est pourquoi je dis, vous savez combien de choses qui tuent? Je ne veux pas citer des noms d'entreprises et autres. Mais j'ai dit... Ce n'est qu'un exemple. Je prends un exemple. L'alcool tue. La cigarette tue. Je suis d'accord avec vous. Je ne conseillerais pas, peut-être, je ne vous conseillerais pas peut-être d'aller dans ce sens. Mais la Mabusique, rassurez-vous, je ne fume pas. Mais la Mabusique, c'est une société citoyenne qui exerce ses activités régulièrement au Burkina Faso. Si l'État du Burkina Faso estime aujourd'hui que la Mabusique commercialise des produits prohibés, on prend un arrêté, on prend, je ne sais pas quel acte administratif, on la ferme. On la ferme. Mais si vous voulez encaisser les recettes fiscales de près de 40 milliards par an de la Mabusique et que vous voulez l'empêcher d'exercer ses activités, là, je dis qu'il y a un problème. Entre l'interdiction et la réglementation, on ne doit pas partir de la réglementation. Je termine. Vous ne pouvez pas partir de la réglementation pour aller à l'interdiction. Vous parlez de l'inconséquence de l'État lui-même. De toute façon, le procès n'est pas encore bouclé, la procédure est en cours. Alors, je voudrais qu'on termine l'émission parce que nous sommes pratiquement en fin d'émission par le cas de Djibo, la lutte contre le terrorisme. Le tribunal de grande instance de Djibo qui est fermé. Alors, quand vous avez appris cette mesure du Conseil supérieur de la magistrature, quelle a été votre réaction, Chou? Je n'ai pas eu cette décision du Conseil supérieur de la magistrature. J'avoue que je l'ai appris par voie de presse et qu'il ne semble pas que ce soit une fermeture, mais c'est une suspension qui est liée à des questions de sécurité. Ce n'est qu'un jeu de mots. Du moment où ça ne fonctionne plus... Vous savez que chez nous, en tant qu'avocat, les mots sont très importants. Parce que si vous... Mais les gens aiment plutôt le constat. Vous savez, quand vous changez coupable en non coupable, ça signifie beaucoup de choses. Donc nous nous attachons aux mots. Il me semble que c'est une suspension d'activité qui serait liée à des questions de sécurité. Nous avons essayé d'avoir l'information juste sur le terrain, mais au jour d'aujourd'hui, c'est la même information qui nous est restée. Nous avions dit que c'est vraiment malheureux. Et comme nous l'avons dit dans notre interview, nous avons été vraiment touchés par cette information parce que dans un pays, vous avez 3 pouvoirs. Vous avez l'exécutif, vous avez le législatif, vous avez le judiciaire. Si un des pouvoirs vient abandonner une partie du territoire, il va être là qu'on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter et nous avions dit que le pouvoir, d'ailleurs ça a été déjà fait à la sortie du Conseil des ministres, j'ai vu le compte rendu, que les dispositions ont été prises pour la réouverture très très prochaine, si cela n'est pas déjà fait, du tribunal de grande instance de Djibo. Nous avions en tout cas été touchés et nous avions invité le gouvernement à prendre les dispositions, ce qu'ils ont fait pour la réouverture du TJ de Djibo. Et nous avions dit aussi, il faut que nous Burkinabés aujourd'hui, nous armons beaucoup de courage. Parce que le terrorisme que nous regardons autrefois à la télé est à nos portes. Il faudrait que nous ayons beaucoup de courage pour savoir que ces gens ne doivent pas nous vaincre. Parce que leur effet est psychologique. Ils procèdent par menace, par intimidation pour que nous cédons à la panique.
Et il faut que nous soyons courageux, que nous collaborons avec nos forces de défense et de sécurité. Et le courage ne signifierait pas peut-être se sacrifier aussi. Voilà. Il faudrait que nous savons trouver l'équilibre entre la peur que ces gens-là créent chaque jour et la nécessité de rester patriotique. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que le message a été entendu par tout le monde. Maître Bayala, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. C'est moi qui vous remercie, Ismaël. Et on se dit à la prochaine. Pour parler d'autres choses, des dossiers peut-être moins compliqués. Plus gités. Ah ben, voilà. Je sais que l'avocat, c'est l'argent au-delà de tout. Non, l'avocat, c'est le travail. Chacun tirera les conclusions de vos propos. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie du programme de Burkina Info. Bonsoir chez vous.